Yo les Jones, c'est Redek. Pierrot aussi. Alors avant tout, on veut dire que deux choses peuvent être simultanément vraies. Tout d'abord, en Occident, c'est un fait historique, les femmes ont moins été incitées que les hommes à la création artistique. Et ça a un impact numérique sur la quantité de grandes écrivaines par rapport à la quantité de grands écrivains. Quand une fille, contrairement à son frère, n'entend pas régulièrement « il faut que tu fasses de grandes choses pour vraiment t'accomplir », elle ressent moins la nécessité de développer ses éventuels talents artistiques. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et si tous tes proches trouvent con que tu t'achètes une enclume, bah t'es pas prêt d'y arriver. Deuxièmement, croire qu'il n'y a pas malgré tout beaucoup de grandes femmes de lettres, au motif qu'on aurait du mal à en citer plus de 3, c'est mal comprendre les mécanismes de consécration de tel ou tel auteur. Hier comme aujourd'hui, il y a un écart entre le talent et la renommée. Je veux dire, vous avez vu la page tendance de YouTube. Bon, c'est tout pour les prolégomènes, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Anna Akhmatova. Je ne sais pas si vous avez fréquenté beaucoup d'impératrices, mais elle avait un air d'impératrice. Anna Akhmatova, c'est la poétesse russe la plus connue dans son pays. Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est une femme qui vit au début du XXe siècle, et la révolution soviétique survient alors qu'elle est déjà assez célèbre. Alors son mari est fusillé, son fils est envoyé en prison, et elle va passer 17 mois devant les prisons de Leningrad à espérer pouvoir le visiter et obtenir sa libération. Mais ce qu'elle vit, elle veut l'écrire, mais naturellement, elle est interdite de publication. Alors, elle écrit son recueil dans sa tête, et elle le récite à ses proches. Ses proches l'apprennent par cœur, le récitent à leurs proches, etc., etc. Ce qu'elle écrit, c'est le drame de toute la Russie, et toute la Russie connaît son recueil avant même qu'il y ait une édition papier seulement 25 ans plus tard. Ce court recueil s'appelle Le Requiem et c'est le premier que nous allons vous faire découvrir au début du mois d'octobre dans l'excellente traduction de Christian Mouze. Marguerite Yourcenar. Venons-en maintenant à Mémoire d'Adrien qui va vous assurer la renommée. C'est un livre qui paraît en 1951, mais c'est un livre auquel vous travaillez, ou en tout cas auquel vous songez depuis bien longtemps. J'avais commencé à 19 ans. Les dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, il y a eu de Cicéron à Marc Aurèle un moment unique où l'homme seul a été. C'est de cette phrase, tirée de la correspondance de Flaubert, que part Marguerite Yourcenar pour nous raconter la vie d'Adrien, l'empereur pacificateur. Ces lettres fictives, envoyées par un homme politique sage mais désabusé à son successeur, se lisent par petits bouts, tant elles regorgent de réflexions fines et nuancées sur la spiritualité, la société et l'amour. À travers le récit qu'Adrien fait de sa vie, on découvre un univers philosophique héritier du scepticisme et du stoïcisme qui nous séduit par sa clairvoyance. Et puis personnellement, l'Empire romain un peu tardif, je ne maîtrisais pas vraiment et donc c'est un plaisir à découvrir. Les Mémoires d'Adrien, c'est comme le Kouign-Amann, ça se déguste par petits bouts et on se demande sans cesse qui est le génie qui l'a créé. Marina Tsvetaeva. Из дома сонного иду прочь, и люди думают, жена, дочь. Marina Tsvetaeva, c'est l'inverse de Anna Akhmatova. Plutôt que l'allure hiératique de l'impératrice, elle a la ferveur de l'enflammée. Et plutôt que de rester en Russie soviétique, elle passera 17 ans en exil. Mais toutes les deux savent que s'il leur était empêché d'écrire, il leur faudrait mourir. Marina aussi perd son mari, sa sœur, sa fille, et après avoir erré pendant 17 ans à ne vivre que de sa plume, eh bien, elle rentre en URSS en 1939, en espérant que tout ira mieux. Elle se pend 2 ans plus tard dans l'ignorance et la misère. Son œuvre a donc été redécouverte après sa mort, et a raison car tout est beau chez elle. Ses traductions en français des vers de Pouchkine, sa correspondance à Troyes avec Rilke et Pasternak, son journal rassemblé par Todorov, et ce petit bijou d'atrocité qu'est Mon frère féminin. À part ça, ces vers sont connus pour être épileptiques, mais je n'en ai pas lu assez pour avoir de traduction à vous recommander. Virginia Woolf. Words, English words, are full of echoes, memories, associations. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. Mrs. Dalloway, le chef-d'œuvre de Virginia Woolf, est un roman très dur. Dur parce qu'en racontant une journée apparemment anodine dans la vie de Clarissa Dalloway, membre de la haute bourgeoisie londonienne du début du siècle, il présente en réalité un monde cruel où les faibles n'ont pas leur place et où tout n'est que courbette et représentation. D'un côté, on a donc la journée de Clarissa, qui attend le soir même un tas d'invités, et de l'autre, celle de Septimus, un jeune homme rendu fou par la guerre. Et on passe de l'une à l'autre jusqu'à ce qu'un tragique événement les relie. Bref, dans ce bouquin, tout le monde est à la fois cruel et malheureux, c'est vraiment l'enfer, un peu dans la veine Madame Bovary. À propos de ce livre, Virginia Woolf écrit en 1922 « J'y esquisse une étude de la folie et du suicide, le monde vu par la raison et la folie côte à côte ». Et c'est ce travail de côte à côte qui fait le génie et la difficulté de Virginia Woolf.
On a pu parler concernant son style d'écriture impressionniste. Et bien c'est exactement ça. D'ailleurs, il y a plusieurs nouvelles de Virginia Woolf dans son recueil Lundi ou Mardi qui font vraiment penser à des toiles de Monet, c'est stupéfiant. Notamment avec tout son travail sur la lumière et les reflets. Et dans Mrs. Dalloway, on retrouve ça de façon encore plus diffuse. Tout n'est qu'impression. On passe de l'intériorité d'une personne à une autre sans transition. D'ailleurs, ça peut être un peu chaud à lire, il faut s'accrocher. Et le passé et le présent s'entrecroisent comme ça. En fait, Woolf, par son écriture âpre mais vraiment lisible, répond à cette question. Comment rendre compte de notre réalité, celle-là même qui est si personnelle, mouvante et en même temps si reliée à nos souvenirs. Cette question qui obsède Marcel Proust presque au même moment, Virginia Woolf la prend à bras le corps en 200 pages. J'interromps juste un instant parce qu'on a appris d'ailleurs que si vous avez déjà commencé à nous soutenir sur Tipeee et que votre carte bleue est à un moment arrive à expiration, eh bien les dons ont cessé. Alors voilà, si vous pouvez y penser. Sylvia Plath. Sylvia, what started you writing poetry? I don't know what started me. I just wrote it from the time I was quite small. Sylvia Plath, ça a été pour moi le réveil que la littérature s'est parfois apporté. C'est une américaine du XXe siècle dont il existe sur YouTube des enregistrements de ses poèmes qu'elle a fait à l'époque pour la BBC. Je vous invite vraiment à aller les voir. Pour moi, j'étais tellement heureux, mais franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu quelque chose d'aussi bien. Son recueil le plus connu, il s'appelle Ariel. Il a été écrit en 1963, juste avant son suicide, et il contient de vrais trésors. En revanche, à mon avis, aucune traduction ne lui fait honneur. Alors, je vous invite chaleureusement à y aller directement en anglais. En plus, ça vous permettra de faire fructifier le travail que vous avez accompli sur Netflix en regardant The Office en VO. Attention par contre, ça ne parle pas de la même chose. Marceline Desbordes-Valmore. Elle a vécu à Lyon, chez nous. Mais c'est pas pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Marceline Desbordes-Valmore est une poétesse qu'on peut facilement ranger dans le courant du romantisme, du fait de son attirance pour des formes très anciennes telles que la chanson, ou du retour récurrent dans ses poèmes des thèmes tels que l'exil ou l'amour impossible. Sauf qu'elle publie ses premiers poèmes en 1818. Ouais, c'est super tôt pour du romantisme français. Et de fait, elle fait plutôt office de précurseur pour ce mouvement. Connue et reconnue par Hugo puis par Baudelaire, elle est en fait beaucoup plus en avance sur son temps que ce qu'on pourrait penser, puisque sa poésie inspirera Verlaine et un siècle plus tard, Aragon. Ce qui plaît à pas mal de lecteurs de Desbordes-Valmore, dont Aragon, c'est en fait l'aspect musical de son écriture. On y voit tout de suite des chansons populaires. Et ça n'a pas manqué, de Julien Clerc à Pascal Obispo en passant par Benjamin Biolay, sa poésie a fait l'objet de nombreuses mises en musique, plus ou moins réussies comme on peut l'imaginer. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est super facile à lire, que ça a eu une influence non négligeable sur la poésie française et qu'on peut se surprendre à chantonner au détour d'une page. D'ailleurs, petite parenthèse, on se permet de vous rappeler que la meilleure façon naturellement d'être tenu au courant de ce qu'on fait, c'est de s'abonner et c'est aussi de mettre la cloche. Voilà, les pubs en milieu de vidéo, c'est pas mal, non? C'est rusé. Andrea Dworkin. Thank you. I'm Andrea Dworkin, and I'm very, very honored to be here. I'm very pleased to be speaking here in this company, and I'm very happy that we're addressing this question on an international level. Andrea Dworkin, décédée en 2005, est une écrivaine américaine, ancienne prostituée et militante féministe. Alors le féminisme, on en entend parler, on ne sait jamais par quel bout le prendre, mais comme pour les autres sujets, on soupçonne toujours que ce qu'on en entend à la radio, c'est du gloubi-boulga simpliste conçu pour faire de l'audience. Il y a quelques années, j'ai fait mon mémoire d'histoire sur l'histoire du féminisme, justement, et je me suis dit que la meilleure porte d'entrée, c'était certainement d'aller lire directement celles qui sont les plus radicales. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Andrea Dworkin. Et franchement, j'ai été scotché par le talent littéraire de cette femme. C'est Saint-Simon quand il est en forme. C'est Flaubert s'il était féministe et qu'il écrivait avec un lance-flamme au lieu d'un crayon. Je vous conseille vraiment cette anthologie toute récente, parue en anglais seulement, Last Days at Hot Slit. Et même pour les gens qui n'ont pas un super niveau, c'est assez lisible, c'est écrit gros, c'est des courts articles, et même mon fils arrive à le lire. Voilà, je compte sur les doigts de ma main les gens qui, même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux, sont d'une fertilité rare dans ma vie. Il y a Redek, il y a mon père, il y a René Girard et il y a Andrea Dworkin. Etty Hillesum. Eh bien, allons-y. Moment pénible, presque infranchissable pour moi. Vaincre mes réticences et livrer le fond de mon cœur à un candide morceau de papier réglé. Une jeune Hollandaise juive écrit son journal entre 1941 et 1943. Etty Hillesum finit déportée et tuée avec toute sa famille. Ce journal intime est publié en 1981. Et cette écriture vive qui vous saute au cou par sa joie et ses névroses choque toute une génération. Une vie bouleversée, c'est un texte qui nous donne à lire les questionnements qui déchiraient cette jeune fille sur Dieu, le sexe, l'amour, l'amitié, guidée par un psy complètement pervers narcissique, mais qui paradoxalement lui ouvre des voies qui la font grandir. Christine Lavand. Ich bin sehr reich von Christine Lavand.
Ich bin sehr reich und kann nicht mehr verarmen. Dies Eigentum zerstören keine Kriege. C'est une poétesse autrichienne morte dans les années 70 qui a reçu de nombreux prix pour toute son œuvre dans son pays et pourtant on sait très peu de choses de sa vie. Christine Lavant a, étant enfant, contracté de nombreuses maladies très dures qui lui ont laissé tout un tas de séquelles physiques et psychologiques avec notamment une réputation de folle du village. Cette douleur marque son écriture et sa vie jusqu'à la hanter spirituellement. De nombreux poèmes dans les étoiles de la fin, qui regroupent plusieurs de ses recueils, sont des adresses directes à Dieu, un Dieu trop lointain. Finalement, c'est un immense cri de solitude qui se fait entendre, superbe et terrible. Régine Pernoud. La femme au Moyen-Âge était plus libérée qu'on pense. Régine Pernoud, qui est une éminente médiéviste, une grande spécialiste du Moyen-Âge, a jeté sur cette importante période de l'histoire une lumière souvent nouvelle. Et si je vous disais qu'il est possible de combiner la grande rigueur de l'historien avec le talent littéraire du grand écrivain? C'est tout le travail de la vulgarisatrice Régine Pernoud, spécialiste du Moyen-Âge, qui a su mieux que d'autres rendre leur couleur à des femmes trop mal connues. Christine de Pisan, une poétesse du XIVe siècle, la première femme à vivre de sa plume, et qui entre violemment en butte contre les professeurs de la toute-puissante Sorbonne au sujet d'un best-seller médiéval dont elle pense beaucoup de mal. Hildegarde de Bingen, une abbesse du XIIe siècle, certainement la religieuse médiévale la plus influente encore aujourd'hui, compositrice, mystique, femme politique. Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre au XIIe siècle, mère de 2 rois, puissante femme politique, mécène des arts et des lettres. Toutes ces femmes et d'autres encore sont savamment recontextualisées par Régine Pernoud dans des petits livres qui sont des bijoux d'écriture. Il se trouve d'ailleurs qu'à l'origine, je voulais vous parler de Christine de Pisan, et donc je lisais le livre de Régine Pernoud à son sujet, et je me disais « Ah mais quand même, c'est peut-être un peu trop obscur, j'aimerais bien trouver quelqu'un de plus accessible. » Et j'étais en train de lire son livre. C'est dingue quand même comme histoire, non? Tu trouves pas? Ce top 10 va donner lieu à une nouvelle série de poèmes mis en musique, un peu comme La chanson du mal-aimé ou Boris Vian. Si vous avez aimé, c'est un peu de cet acabit. La première donc par laquelle on va commencer, c'est Anna Akhmatova, lue donc par notre amie Vinora, qui a déjà fait Hamlet dans le Testament de Baudelaire, et mis en musique par Fishback. Ça sortira donc début du mois d'octobre, on espère que ça vous plaira, ça sortira ensuite chaque mois. Pour financer tout ça, on va recourir pour la première fois à une campagne de financement participatif. Parce que, comme on va travailler avec des gens qui sont quand même professionnels, eh bien il va falloir les rémunérer. Et pour cela, on a besoin de votre soutien. Nous, on travaille un peu pour la beauté de l'art et on remercie les tipeurs qui nous aident, mais malgré tout, on ne peut pas demander aux gens qui vont bosser avec nous d'être sous ce même statut. On fera certainement une vidéo dédiée pour préciser tout ça. On espère que vous allez pouvoir nous suivre parce que vraiment, ça va donner quelque chose de super. Donc, rendez-vous dans 15 jours pour Anna Akhmatova. À bientôt. J'aurais pas dû faire ça. C'est très bien. Très bien, vas-y. On me voit pas? Attends, lève encore un tout petit peu ta tête encore. Vas-y, ouais, très bien. Non, tu te fous de moi. C'est très drôle.